Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, quand même, je voudrais vous remercier Didier Paclin et puis je voudrais remercier l'AIPU Amérique de m'offrir cet espace aujourd'hui pour présenter mon ouvrage et pour échanger avec vous qui êtes présents autour de cet ouvrage. Donc, j'ai organisé ma présentation à partir des trois grandes parties qui composent l'ouvrage. Donc, la première partie est une partie introductive qui présente les éléments contextuels relatifs à la question d'une transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur, afin de mieux saisir les enjeux de la recherche présentée dans l'ouvrage. La deuxième partie, qui est la plus conséquente, est fondée sur l'analyse des entretiens que j'ai menés. Elle consiste à rendre compte de l'expérience vécue par des enseignants quant à l'incitation qui leur est faite de changer leur pratique d'enseignement et quant au processus de transformation de ces pratiques. Et enfin, dans la troisième partie, je propose un modèle du processus de transformation des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Donc, en introduction, je voudrais préciser que l'ouvrage s'inscrit quand même dans une collection scientifique. Donc, on va dire qu'il n'est pas à destination du grand public, même si les deux premières parties sont tout à fait accessibles à des lecteurs qui ne sont pas du domaine. Donc, je ne vais pas reciter parce que vous avez déjà noté, vous avez déjà indiqué, Monsieur Paclin, les différents publics qui peuvent être intéressés par l'ouvrage. Ce que je peux peut-être rajouter par rapport à ça, c'est que la dernière partie est peut-être un peu plus complexe si on n'est pas du domaine. Donc celle-ci peut-être s'adresse plus spécifiquement en effet aux chercheurs. C'est une partie qui, par la modélisation, souhaite contribuer à la production de nouveaux savoirs scientifiques dans le domaine de la pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, pour ce qui concerne cette première partie introductive, je mets en exergue trois axes qui conduisent à un changement majeur dans les enjeux attendus de la formation dans l'enseignement supérieur. Premièrement, du fait de la massification que connaît l'enseignement supérieur depuis plusieurs décennies, on a des attentes sociétales qui évoluent vers une demande plus forte de professionnalisation de nos formations. Donc, ça supposerait, selon les politiques éducatives européennes, qui prennent notamment appui sur des travaux en psychologie des apprentissages, de passer d'une logique centrée sur la transmission de savoir à une logique davantage centrée sur la mise en place de conditions favorisant le développement de compétences. Et d'autre part, nous sommes dans un contexte sociétal dans lequel la performance et la compétitivité s'accentuent, avec notamment l'essor du nouveau management public. Et les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas épargnés. Ils doivent faire la preuve de leur excellence, pas seulement en recherche, mais aussi en enseignement. Il faut faire de l'innovation pédagogique. Et en France, ça se traduit depuis 2010 par une multiplication des appels à projets nationaux dits de transformation pédagogique qui invitent les établissements à un changement majeur, c'est-à-dire un changement de logique qui va modifier le système de la formation en profondeur afin d'en améliorer la qualité. Or, ces transformations semblent finalement assez peu soutenues, notamment d'un point de vue organisationnel. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a une incitation forte via les appels à projets à ce que les enseignants s'engagent davantage dans leur activité d'enseignement. Mais en France, cet engagement pédagogique n'est pas pris ou encore très peu pris en compte dans leur carrière. Donc, ces transformations sont de fait complexes à mettre en œuvre dans les établissements. Et donc, face à ce qui peut apparaître comme des injonctions contradictoires, j'ai prouvé la nécessité de mieux comprendre le processus de transformation pédagogique dans une approche systémique, hein, comme vous l'avez indiqué, qui articule les dynamiques individuelles, collectives et organisationnelles. Donc, ça supposait d'identifier les préalables à la mise en œuvre de cette transformation, ce qui impliquait de comprendre le processus dans toute sa complexité à partir du vécu des enseignants. Et à partir de cette compréhension, il s'agissait de proposer des repères pour, on va dire, l'accompagnement au changement, visant à favoriser une appropriation collective de la transformation pédagogique.
J'ai donc étudié différentes dynamiques au sein de mon terrain de recherche, qui était aussi le lieu de mon activité professionnelle, d'abord en tant qu'ingénieure pédagogique, puis en tant que directrice d'un service universitaire de pédagogie. Je me suis intéressée à la dynamique institutionnelle, puisque cette université était engagée dans un projet structurant de transformation pédagogique visant une meilleure réussite étudiante et une meilleure insertion professionnelle. Ce projet repose sur le développement de la personnalisation des parcours de formation et sur une diversification des méthodes d'enseignement à l'échelle de l'établissement. Je me suis intéressée aussi aux dynamiques collectives émergentes autour du développement de l'approche par compétences. Donc, j'ai étudié plus spécifiquement deux équipes qui étaient engagées dans ce développement. Et enfin, j'ai voulu également regarder du côté des enseignants non engagés dans le projet pédagogique institutionnel et dont on pouvait penser a priori que les pratiques étaient plutôt éloignées finalement des attendus de ce projet. Donc, pour étudier ces trois niveaux et leurs interactions, j'ai notamment conduit des entretiens auprès de représentants de la gouvernance, auprès des collègues impliqués dans les projets d'approche par compétences et auprès d'autres enseignants de l'établissement, qu'ils soient impliqués ou non dans des dynamiques, on va dire, identifiées de transformation pédagogique. Donc, ma recherche avait des visées pragmatiques. Je me suis inscrite dans une double démarche, à la fois de compréhension des processus et de transformation, puisque en tant que professionnelle, je souhaitais tout de même que mon travail de recherche m'aide et aide l'institution à améliorer ses démarches d'accompagnement au changement. Et c'est en cela que mon ouvrage devrait intéresser d'autres institutions. Alors, la deuxième partie de l'ouvrage consiste donc à donner la parole aux enseignants pour rendre compte de la complexité de leur vécu, en fait, du processus de transformation des pratiques. Et j'ai cherché pour cela à recréer en quelque sorte un dialogue entre ces acteurs du terrain qui sont les agents du changement, en appui sur des extraits d'entretien et avec cette préoccupation de rester autant que possible en prise avec leur logique à eux. Donc, mes analyses permettent de rendre compte d'une mise en mouvement autour de la pédagogie qui s'opère à différents niveaux. Au niveau organisationnel d'abord, comme je l'ai dit, la transformation pédagogique devient un axe stratégique du fait qu'elle est inscrite dans des projets institutionnels structurants. Au niveau collectif, dans les projets de développement d'approches par compétences, se développent progressivement des représentations et des pratiques collectives autour du programme de formation. Et puis au niveau individuel, j'observe des changements dans les pratiques chez tous les enquêtés, mais on va dire à des degrés qu'on peut qualifier de maturité pédagogique qui sont différents. Quel que soit le degré de maturité de la pratique, on observe une dynamique individuelle d'adaptation des pratiques chez les enseignants. Celle-ci peut se saisir à travers le concept d'agentivité qui a été élaboré par Bandura et qui nous amène à comprendre que les sujets ne sont pas considérés comme des organismes passifs qui sont déterminés par leur environnement, mais comme des sujets proactifs qui adaptent constamment leurs actions en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvent par des processus socio-cognitifs qui consistent à interpréter activement en fait les données de l'environnement et à interagir avec ces données. Donc l'environnement amène les enseignants à transformer leur activité et les modifications qu'ils apportent viennent également transformer l'environnement dans une dynamique récursive qui peut être appréhendée comme une recherche d'équilibre entre le sujet et l'environnement. C'est pourquoi ce concept met d'ailleurs en avant cette idée d'une co-transformation sujet-environnement. Pour illustrer par un exemple, le système d'enseignement supérieur est bousculé par une diversification des profils des étudiants qu'il accueille. Et il est aussi attendu de lui de mieux préparer les étudiants au monde du travail. Donc, ça suscite une forme de déséquilibre dans l'activité d'enseignement. Et pour retrouver un certain état d'équilibre, les enseignants vont avoir tendance à partir de l'interprétation qu'ils font de la situation, à s'éloigner d'un modèle plutôt transmissif pour adopter, par exemple, des méthodes pédagogiques plus actives. Leur activité est donc transformée de cette manière dans cette interaction avec l'environnement,
Et en modifiant leur activité, ils transforment aussi leur environnement puisque les étudiants vont être eux-mêmes amenés à être plus acteurs de leurs apprentissages, justement à travers l'introduction de ces changements. Ce qui ressort de mes travaux, c'est que ces dynamiques individuelles d'adaptation, elles s'opèrent dans une recherche constante d'un travail bien fait, en référence aux travaux de Clos en didactique professionnelle, dans ce qu'on peut appeler une recherche de satisfaction professionnelle. Chacun et chacune s'orientant vers des évolutions avec lesquelles ils se sentent suffisamment à l'aise. Cette adaptation, elle s'effectue en situation d'enseignement. Pernoud parle d'une improvisation réglée avec l'idée que l'enseignant régule constamment sa pratique en fonction des attitudes des étudiants. Mais elle s'effectue aussi de manière longitudinale au fil de l'accroissement de l'expérience de l'enseignant et selon des périodes qui sont plus ou moins propices à une réflexion sur sa pratique. Ces adaptations correspondent donc, selon mes analyses, à un premier niveau de changement. J'identifie un deuxième niveau qui consiste à modifier ses pratiques dans une recherche d'amélioration de la situation. L'enseignant va alors expérimenter une activité, une méthode, un outil, etc., pour essayer de résoudre une situation qu'il identifie comme problématique. On peut considérer ce niveau finalement comme une transition vers un processus de transformation. Toutefois, cette transition peut ne jamais dépasser le stade en fait, de l'amélioration si cette amélioration constitue une réponse qu'on va qualifier de satisfaisante à la problématique rencontrée, si elle permet finalement de rétablir un état d'équilibre. Par exemple, si un enseignant souhaite améliorer la mémorisation chez ses étudiants, il peut par exemple mettre en place des quiz en ligne pour leur permettre de travailler les notions vues en cours. Il constate que les résultats à ces QCM sont meilleurs et donc la solution mise en place est considérée comme satisfaisante sans que cela amène à un changement de posture de sa part ou de celle des étudiants. En revanche, dans le cas où ces améliorations ne permettraient pas de rétablir une forme d'équilibre, on serait sur un troisième niveau, celui de la transformation, qui consiste pour les enseignants à modifier leur posture. Donc, à partir de l'analyse que j'ai pu faire du récit d'expérience des enseignants impliqués dans l'approche par compétences, cette transformation s'accompagne d'une évolution de leur identité professionnelle. Alors, tout ça peut sembler un petit peu linéaire et c'est un peu la limite des schémas. Le processus est bien sûr plus complexe que ça, c'est pas aussi linéaire que ça paraît, et ça fonctionne plutôt par aller-retour, d'où les flèches dans les deux sens. Et surtout, quand il y a recherche d'amélioration, ce n'est pas l'ensemble de la pratique qui évolue dans sa globalité. Les changements vont porter généralement sur des parties de cours bien spécifiques ou sur un enseignement particulier, puisqu'on est dans un cadre expérimental. Mais ces petits changements émanent d'une dynamique de transformation identitaire qui, elle, est plus globale. Je cite un enseignant pour illustrer cela qui a participé à un projet d'approche par compétences et qui dit entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais depuis 2 ans, finalement, les changements sont quand même notables dans ma façon d'échanger avec les étudiants, dans ma façon de concevoir un cours, dans ma façon même de préparer une activité. Je n'ai plus du tout les mêmes questions en tête quand il s'agit de préparer une séance. Alors, cette recherche d'équilibre dans l'activité, elle s'opère dans des tensions qui se situent à différents niveaux, au niveau intra-individuel, au niveau collectif et au niveau organisationnel. Je vais en parler ensuite. Ce qu'il faut noter, c'est que ces tensions sont duales. Elles permettent à la fois au changement de s'opérer et en même temps, elles peuvent empêcher le changement si elles ne sont pas suffisamment régulées. Donc, on peut penser qu'elles opèrent en quelque sorte comme un cadre conteneur de l'activité enseignante et que de ce fait, favoriser l'innovation et la créativité suppose de pouvoir expérimenter en dehors de ce cadre habituel. Donc, on peut supposer qu'il y a un enjeu important de régulation des tensions quand on est dans ce processus de transformation. Donc, en ce qui concerne les tensions intra-individuelles, elles traversent les personnes, quel que soit leur positionnement dans l'institution, entre une désirabilité du changement, une acceptation du changement et un pouvoir d'agir. Ce que je veux dire, c'est qu'un individu peut désirer le changement, mais ne pas savoir comment changer ou ne pas être en capacité de pouvoir accepter complètement de changer.
Je prends souvent l'exemple de cet enseignant qui était investi dans l'approche par compétences et qui expliquait en fait qu'il avait du mal à abandonner l'entrée par les contenus, alors même qu'il souhaitait s'orienter vers des modes d'enseignement plus centrés sur l'apprentissage. Et il disait qu'il ne parvenait pas à faire, hein, je cite, le deuil des notions parce qu'il craignait de ne pas couvrir tous les contenus qui lui semblaient indispensables. Les tensions entre l'individu et le collectif concernent plutôt le sens partagé qu'on construit autour du changement. Par exemple, donc, dans les équipes qui étaient impliquées là, dans l'approche par compétences, les enseignants expliquent qu'ils vivaient difficilement le fait que tous les membres du collectif de travail n'aient pas la même compréhension de la compétence. Et en fait, c'est ce travail de co-construction de sens du changement qui est déstabilisant pour les individus parce qu'ils peuvent avoir le sentiment de ne pas avancer. Le collectif parlait souvent d'un sentiment de piétinement ou d'une impression de revenir en arrière quand ils travaillaient ensemble. Donc, on est vraiment dans ce dilemme du seul, on va plus vite et à plusieurs, on va plus loin. Et puis, pour ce qui concerne enfin les tensions entre l'individu et l'organisationnel, nous pouvons noter, par exemple, des tensions entre un désir individuel d'expérimenter de nouveaux formats d'enseignement et le cadre institutionnel qui est perçu comme ne permettant pas véritablement une remise en cause des règles existantes, telles que ce découpage en cours magistral, travaux dirigés, travaux pratiques, qui offrent finalement peu de flexibilité selon les enseignants, hein, et qui le perçoivent donc certains comme un carcan. Alors, ces tensions, elles apparaissent sur différentes dimensions du processus de transformation des pratiques chez les enseignants. Je n'ai pas le temps de les détailler ici, mais je vais prendre deux exemples. On peut identifier des tensions, par exemple, sur l'acceptabilité du changement, avec des valeurs de performance qui sont véhiculées par les projets, qui ne sont pas toujours en phase avec des valeurs humanistes qui sont portées par les enseignants. Je cite un enseignant qui dit: on a toujours l'impression qu'en fait, ce n'est pas de pédagogie dont on parle, mais c'est d'argent. Dès qu'on parle de pédagogie, on sent qu'il y a une question budgétaire derrière. C'est clairement un frein parce que si les enseignants ressentent que la transformation, ce n'est pas pour améliorer les choses, mais c'est pour faire des économies, forcément, ils ne peuvent pas adhérer. Un autre exemple sur l'acceptation du changement, qui est indispensable à l'émergence de nouvelles postures enseignantes. Des enseignants expriment la difficulté qu'ils peuvent ressentir face au risque d'une expérimentation pédagogique qui échoue, parce que cela peut les mettre dans une position inconfortable vis-à-vis des étudiants, ce qui peut les conduire inconsciemment eh bien, à limiter cette prise de risque. Donc la troisième partie s'appuie sur les résultats de mes analyses que j'ai confrontées à mes lectures pour proposer un modèle afin de mieux saisir ce processus de transformation des pratiques pédagogiques dans la perspective de pouvoir mieux accompagner les acteurs dans le changement. Donc je propose de modéliser ce processus à partir de l'image d'un pendule qui oscille entre la permanence et le changement dans cette recherche permanente d'un état d'équilibre dans l'articulation avec le milieu. Les tensions seraient exacerbées quand on rentre dans un processus de transformation, puisque les repères familiers de l'action sont abandonnés. C'est ce qu'illustre la figure du milieu. Parce que donc le changement est particulièrement déstabilisant, l'individu oscille entre s'engager dans le processus et en même temps l'éviter, pris dans ces tensions dont j'ai parlé entre désirabilité, acceptabilité et pouvoir d'agir. À partir de là, je propose de m'éloigner des modèles peut-être plus linéaires qui existent de l'accompagnement au changement avec, enfin, vous les connaissez, les profils classiques hein, de l'innovateur, le réfractaire, et puis au centre, il y aurait ce qu'on appelle le ventre mou, pour considérer finalement qu'on peut être à la fois volontaire et résistant. Voilà, on peut faire le parallèle avec l'écologie. On est généralement d'accord pour dire qu'il faut changer nos comportements pour préserver la planète, mais on n'est pas forcément prêt à accepter de changer tous nos comportements. On va accepter de changer certaines choses et pas d'autres. On va aussi accepter des changements à certains moments et pas à d'autres, etc. Donc, pour revenir à la transformation pédagogique, il convient, selon moi, de sécuriser le processus pour réguler ces tensions au sein d'espaces symboliques tels que les collectifs de travail que nous avons accompagnés dans la mise en œuvre d'une approche par compétences
Et cette sécurisation consiste notamment à permettre aux individus de réaliser le changement de façon progressive et à apporter aussi un étayage pour permettre cette progression. Cette régulation des tensions serait indispensable finalement pour permettre un lâcher-prise quant aux pratiques routinières et permettre ainsi une transformation, on va dire, en profondeur qui constitue un nouvel état d'équilibre qui est représenté par la figure de droite. Donc, pour reboucler avec ma question de recherche de départ, j'observe qu'il y a finalement un manque d'articulation entre les dynamiques individuelles et collectives d'une part et les dynamiques institutionnelles d'autre part. Par exemple, les collègues qui étaient engagés dans l'approche par compétences avaient le sentiment que la gouvernance ne s'intéressait pas ou très peu au travail qu'ils menaient pour améliorer la formation. Ce cloisonnement semble propice finalement à des stratégies dites de détournement de responsabilité, c'est-à-dire que les individus vont avoir tendance inconsciemment à ne pas endosser complètement la part de responsabilité qui leur incombe. Pour caricaturer un petit peu les choses, si la transformation pédagogique ne se fait pas, c'est parce que les autres ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ce phénomène, en fait, qui est un phénomène psychologique, qui s'explique par le besoin de protéger l'estime de soi. Et en rejetant inconsciemment la responsabilité sur autrui, les individus auraient alors la possibilité d'attribuer l'échec à autrui plutôt que de se l'attribuer à eux-mêmes. Et donc, l'hypothèse que je fais est que cela est dû à ce sentiment aussi d'insécurité vis-à-vis du changement. Donc, pour mettre davantage les personnes en confiance, il me semble qu'il faudrait travailler au développement d'un sentiment de responsabilité partagée entre enseignants, étudiants, gouvernance, personnel de soutien, etc. Et donc, j'identifie cette responsabilité partagée comme une condition indispensable à une modification du système dans son ensemble pour une transformation, cette fois-ci, durable. Donc, avec la théorie des environnements capacitants, cette notion de responsabilité est reconsidérée. En appui sur cette théorie, on considère en effet que ce n'est plus la seule responsabilité de l'enseignant de changer ses pratiques, mais c'est aussi la responsabilité de l'institution de mettre en place les conditions favorables pour que l'enseignant puisse justement mobiliser les ressources à sa disposition et être ainsi pleinement acteur du changement. Et donc concrètement, cela suppose par exemple pour un service universitaire de pédagogie, notamment d'adapter sa communication aux différents degrés de maturité des pratiques pédagogiques et de proposer des plans de développement professionnel qui ne soient pas fondés uniquement sur les objectifs attendus dans les projets institutionnels. Et d'autre part, et je conclurai avec ça, passer d'une responsabilité individuelle à une responsabilité partagée suppose de passer d'un fonctionnement en silo à un fonctionnement en réseau. Et en France, on sait que c'est un défi particulièrement important. Donc, de créer les espaces en fait de rencontre pour faire communauté, c'est-à-dire des espaces où on réunit différentes catégories d'acteurs pour une mise en sens partagée de la transformation pédagogique et ainsi développer une agentivité non plus individuelle, mais une agentivité collective. Donc, on peut appréhender ces espaces comme des intermondes sécurisés et sécurisants qui vont permettre, à travers cette mise en sens partagée, une reconfiguration collective de l'action, dans la mesure où ils contribuent à une régulation qu'on peut qualifier d'écosystémique des tensions. Donc voilà, un exemple d'espace auquel nous travaillons, en tout cas je travaille moi aujourd'hui dans mon établissement, est la mise en place d'un laboratoire du changement, qui est une méthode de recherche-intervention pour travailler justement à cette transformation collective des activités à partir de problématiques partagées et autour desquelles on va réunir des étudiants, des enseignants, des personnels de soutien, etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager aujourd'hui, voilà, pour introduire, voilà, pour présenter mon ouvrage. Et puis, je vous partage ici donc les quelques références que j'ai mobilisées pour cette présentation. Merci beaucoup, Maëlle, pour cette présentation claire, dense et précise, qui, je n'en doute pas, je veux dire, va susciter un certain nombre de questions, d'interrogations. Déjà, du côté des téléscripteurs, Florie, avons-nous des remarques, des commentaires?
À part les Non, applaudissements, bien sûr, nourris de Florian. Merci, Florian. Et les en ce autres qui moment, n'osent c'est pas ou qui n'ont... Oui, des vas-y. remerciements. Et Merci à pour vous. l'instant, il n'y a pas eu de questions pendant. OK. Donc, n'hésitez pas à, comment dire, formuler vos questions soit via la fonctionnalité discussion qui vous est offerte par ce merveilleux outil qu'est Zoom, n'est-ce pas? Ou alors tout simplement en levant la main, pardon, à travers l'outil, la fonctionnalité réaction. Mais je sais que quelqu'un que je n'ai pas payé, habituellement je paye pour les questions, mais quelqu'un que je n'ai pas payé, qui est Yvan, qui a une question. Yvan, pour se réveiller de la sieste, et c'est à toi. Oui, alors je peux me lancer. Alors, Maëlle, je serais intéressé à savoir quelle a été la réaction des institutions ou des collègues lors de la proposition, la mise en place des processus de changement. Est-ce qu'on sait qu'il y a souvent disons, des gens qui sont pas certains, comme vous avez dit tantôt, des gens qui vont retarder le processus. Alors, je vous laisse sur cette question-là. La question, c'est l'introduction plutôt des projets. Alors, plutôt des projets, comment ils vivent l'introduction de ces projets institutionnels? Oui. Euh, alors, bien sûr, c'est varié. À chaque individu, bien sûr, la réaction ou le vécu est bien sûr différent. Euh, Certains sont dans un rejet total, non pas du fond, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on interroge le fond, euh, ils sont bien sûr, en tout cas ceux avec qui, enfin ceux que j'ai interrogés, ils sont bien sûr tous en phase avec l'idée que la formation doit évoluer, que c'est leur responsabilité bien sûr en partie d'y travailler. Mais par contre, une grande part s'oppose en fait à ce système de financement par projet et donc, par principe, refusent de prendre part à ces projets. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des, des projets personnels qui sont tout à fait en phase avec les attendus de ce projet institutionnel. Pour autant, ils refusent de rentrer dans ce projet institutionnel parce qu'ils ne sont pas en phase avec les valeurs en fait sous-jacentes de ce système d'appel à projet. Pour d'autres, il y a, je dirais, plus une acceptation, c'est-à-dire ils acceptent que le système soit comme ça. Et donc, bah, ce sont ceux-là finalement qui vont plus facilement rentrer dans ces projets institutionnels. C'est pas, je vais pas dire qu'il y a une adhésion totale à ce système, mais il y a un sentiment un peu de fatalité, le fait qu'il faut faire avec, que c'est le fonctionnement actuel de l'enseignement supérieur et que donc ben, euh, on va contribuer à ces projets parce que de toute façon, ben voilà, ils sont là, il faut faire avec. Est-ce que vous avez Merci vu beaucoup. Vous avez vu Vas-y, une Yvan. relation entre l'appartenance des collègues avec une génération, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, les professeurs ou les membres de direction, qui sont de la génération X, Y, les X, Y et les Z s'en viennent. Est-ce qu'il semble avoir une petite différence, puis est-ce que ça pourrait annoncer des tendances futures? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à... on a cherché, hein, Monsieur Paclin, à faire des profils. Et en fait, enfin, parce que du coup, j'en ai pas parlé parce que je l'aborde pas dans l'ouvrage, mais il y avait aussi, avant de commencer les entretiens, j'ai fait une enquête exploratoire auprès de l'ensemble des enseignants. Et finalement, ce qui ressortait de cette enquête, c'est que, bien sûr, on voit qu'il y a, comment dire, certains points communs qui se rejoignent, mais qu'en fait, selon enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas de profil net qui ressort. C'est-à-dire un enseignant peut être à la fois complètement convaincu des objectifs portés par le projet, et puis en même temps, dans la question d'après, montrer qu'il est très résistant presque à la même, presque face au même objectif qui lui est présenté. Euh,
Et en fait, donc moi, je me suis dit que si j'arrivais à ces données-là, ça voulait, enfin, pour moi, c'était important, en fait, ça voulait dire qu'il fallait rentrer dans la complexité de ce que chacun vit individuellement, plutôt que de vouloir à tout prix, finalement, les mettre dans des cases, entre guillemets. Et justement, sur cette question de l'âge, euh, c'est pas quelque chose qui est apparu comme significatif du tout. On a aussi bien, dans ceux qui sont très investis, on va avoir aussi bien des enseignants-chercheurs qui sont plutôt en fin de carrière et qui presque comment dire, ont besoin de sortir un peu d'une routine, comme on peut avoir de jeunes enseignants-chercheurs qui peut-être ont connu aussi d'autres formats de formation et donc ont envie aussi d'aller vers autre chose que des modèles que transmissifs. Donc voilà, en tout cas, moi, dans les profils avec lesquels j'ai travaillé, il y a pas cette distinction de l'âge qui est très significative. Non, non, et Merci. puis même, on pourrait reprendre l'hypothèse, comment dire, que le changement est lié à une certaine maturité pédagogique, une maturité pédagogique qui autoriserait la personne, je veux dire, à s'affranchir et à se désaliéner en quelque sorte du cadre organisationnel. Mais c'est un autre sujet. Euh, Peut-être une petite précision parce que nous sommes de deux côtés du Grand Lac. Du côté du Grand Lac, là où se situe Maël, faut bien avoir en tête que, je veux dire, il y a beaucoup de millions d'euros qui sont mis sur la table. C'est-à-dire qu'il y a une approche exogène, externe, d'incitation à la transformation pédagogique depuis plusieurs années. Et quand je dis des millions d'euros, c'est donc des millions de dollars. Je veux dire, c'est plus que des millions. C'est-à-dire qu'on a, sur les 20 dernières années, on est proche du milliard de dollars. Donc, faut quand même avoir ça en tête, c'est-à-dire que ce rapport aussi de l'institution à, comment dire, son organisme, comme on dit en France, à son institution de tutelle, ce qui n'est pas le cas dans d'autres cultures organisationnelles, par exemple au Québec. C'était juste pour préciser. Je propose de prendre une question qui est sur le téléscripteur. J'adore ce terme téléscripteur. Personne ne sait ce que c'est, mais moi j'adore ça. Et puis ensuite, on reviendra à la question de Florian qui a levé sa petite main. Florian, je sais que tu es sportif, donc je sais que tu ne crains pas la crampe. Je vais prendre une question, c'est justement, comment dire, sur Fadoua qui nous pose la question de comment augmenter l'implication des parties prenantes, que ce soit l'institution, l'enseignant, les personnels pédagogiques, dans le cadre d'une transformation pédagogique. Au fond, comment faire naître le désir, peut-être aussi le plaisir de changement et de s'engager? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, j'ai le sentiment, alors là, je vais parler avec un peu ma double casquette hein, aussi de professionnel, euh, qu'on qu'on a trop tendance à fermer les yeux en fait sur des dynamiques de changement qui sont là, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne rend pas visible, justement parce qu'elles ne sont pas, soit parce qu'elles ne correspondent pas tout à fait à ce que l'institution attend du changement, euh, soit aussi parce qu'on a, je le vois par exemple en échangeant avec des collègues aussi, hein, une certaine représentation de ce que devrait être le changement. Et les enseignants ont aussi vraiment ces représentations-là. Moi, j'ai le souvenir d'un enseignant qui faisait comment, tout un travail en amphi autour de jeux sérieux. Et il considérait que pour lui, ce n'était pas de l'innovation pédagogique parce que c'était pas suffisamment révolutionnaire. Euh, et donc, en fait, enfin, peut-être que la première chose, c'est de se dire, avant de se dire comment on embarque plus de gens, c'est peut-être d'abord se dire comment rendre plus visibles des dynamiques de changement qui sont là, mais qui aujourd'hui ne sont pas visibles. Et à partir de là, je pense que si déjà on fait ce travail de rendre visibles ces dynamiques de changement déjà là, euh, on peut peut-être davantage créer du lien entre ces personnes.
C'est aussi, enfin voilà, c'est aussi tout l'enjeu en fait. C'est de passer de dynamiques qui sont très cloisonnées, très isolées, qui sont pas visibles, à une dynamique où finalement on donne à voir une dynamique plus collective en rendant ces dynamiques individuelles visibles, en montrant que finalement on travaille tous aux mêmes objectifs, de manière différente, en effet à des degrés de maturité différents, mais j'ai envie de dire, soyons peut-être un peu moins dans le jugement et acceptons que chacun avance à son rythme, en fait, aussi dans ses évolutions. Merci beaucoup, Maël. Florian, c'est à toi. J'espère que ton bras va bien. Sacré Didier, merci. Bonjour Maëlle. Fantastique, merci Bonjour. beaucoup. Je suis très content de t'entendre parler de tout ça. C'est vraiment, vraiment stimulant. Je me suis senti directement interpellé aussi quand tu as parlé de comment chacun, pardon, individuellement, aussi soi-même, on résiste nous-mêmes à nos propres volontés de changement. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant que tu aies réussi à relever cet aspect-là. Mais tu as parlé aussi, et ça rejoint un peu la question de Fadwa, bien honnêtement, là, tu as parlé d'environnement capacitant. Puis ça, je trouve ça aussi, c'est extrêmement important. J'avais, en fait, c'est ça, j'allais te poser la question en tant que directrice d'un service sup, tu sais, comment penses-tu qu'un service sup puisse contribuer à la création d'un environnement capacitant? Mais quelle serait aussi dans une faculté, dans un établissement, dans un département à différents niveaux, parce que bon, les organisations sont un peu différentes en France, mais on s'y retrouve quand même. Qu'est-ce qui peut être placé, d'après ce que tu as vu dans ces données-là, comme étant des facteurs facilitant cet environnement capacitant-là ou créant cet environnement capacitant? Est-ce que les gens ont réussi à dire au travers de ce qu'ils ont vécu, lorsque effectivement ils s'engageaient dans une logique de transformation, ce qui avait été dans leur environnement des facteurs capacitants pour eux dans cette transformation? Peut-être, Euh, Maël, merci beaucoup, Florian. Maël, peut-être juste en 30 secondes revenir sur la notion d'environnement capacitant Ouais. pour qu'on soit sûr que tout le monde parle de la même chose, notamment facteur de conversion, facteur de choix. Enfin, je vous laisse aller. Mhm. alors, oui, je ne sais pas jusqu'où on va dans le détail, mais euh, l'environnement, pour moi, ce qui explique en tout cas, enfin, ce qui donne à voir l'environnement capacitant, c'est cette idée euh, de pas se contenter de mettre à disposition des ressources, mais de s'assurer que la personne va effectivement pouvoir mobiliser ses ressources pour développer son pouvoir d'agir. Un exemple, je pense là à Amartya Sen, hein, qui est à l'origine de la théorie des environnements capacitants. C'est autour du droit de vote. Il ne suffit pas de donner le droit de vote à une population pour que chacun se saisisse de ce droit. On sait que derrière, bah, il y a des enjeux d'éducation, mais aussi des enjeux économiques. Par exemple, dans des pays où il faut un véhicule pour se rendre au bureau de vote, enfin, il y a des enjeux de Mhm. pouvoir, etc. On voit bien que si on ne travaille pas de manière systémique en fait sur l'environnement, bah, ça ne suffit pas en fait de mettre une ressource pour en faire pour développer un pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment cette idée-là. Au niveau donc pour revenir, alors, j'espère que c'est suffisant. Je rentre pas peut-être dans les facteurs de conversion, mais parce que autour de l'idée de facteurs de conversion, il y a cette idée qu'en effet il y a comment dire, des leviers qui peuvent faciliter ce- ce- cette appropriation, cette mobilisation des ressources. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces facteurs de conversion, ils sont aussi très individuels quand même. Selon les personnes, ben, on ne va pas retrouver les mêmes facteurs de conversion. Donc, encore une fois, je dirais que pour que les services universitaires de pédagogie constituent un environnement capacitant ou contribuent à un environnement capacitant, ça suppose vraiment d'avoir en tête cette approche inclusive, en fait. C'est pour ça que moi, je parle aussi de ces différents degrés de maturité pédagogique. Là, je vais parler pour ceux que je connais. Donc, je ne sais pas au Mhm. Canada, au Québec comment c'est, mais en France, je pense qu'il y a quand même une tendance euh, pour les sup à s'adresser à une certaine catégorie de pratiques.
d'une maturité quand même suffisamment avancée, avec un jargon qui nous est propre, avec des objectifs qui sont, je pense, je pense là notamment à une enseignante que j'ai rencontrée dans le cadre de mes entretiens, qui me parlait de son vécu du Covid. Et elle me disait en fait pardon, pas du Covid, mais pendant le Covid, il y a eu la mise en place de la continuité pédagogique qui a dû se faire en urgence, etc. Et donc cette enseignante-là me partageait le blocage en fait qu'elle avait rencontré parce qu'elle ne savait pas, elle était presque, je dirais, anéantie par le fait de devoir passer ses enseignements en ligne, etc. Et elle disait que oui, elle savait, elle avait vu qu'il y avait des forums qui avaient été mis en place par les services universitaires de pédagogie pour permettre l'entraide entre les enseignants. Et elle me disait, je lisais les messages sur les forums et en fait, je me sentais encore plus désemparée parce qu'en fait, ce qui était discuté sur ces forums, je ne comprenais même pas en fait de quoi ça parlait. Je ne m'y retrouvais pas vraiment, elle me communiquait tout le stress que ça avait pu produire. Et donc moi, ça m'a beaucoup interrogée aussi, en effet, sur tout simplement quel langage on utilise, euh, euh, dans les activités qu'on propose, comment penser des activités qui vont alors, je pense que c'est dans la diversité des activités aussi qu'on peut toucher une diversité de profils aussi d'enseignants. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment, je pense en termes d'environnement capacitant, ce qui est crucial, c'est vraiment d'avoir aussi cette approche inclusive, en fait, du développement professionnel. Et une autre chose, alors là, parce que tu me parlais aussi au niveau euh, organisationnel, et je pense là que ça peut se penser en articulation entre l'institution et les services universitaires de pédagogie. Euh, je pense là particulièrement au développement de l'approche par compétences. Euh, En général, en tout cas dans les établissements où j'ai pu échanger avec les équipes, ce qui se passe, c'est que on commence par une présentation de ce que devrait être l'approche par compétences. Euh, il n'y a pas de véritable espace de débat. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont venir à cette présentation, c'est ceux qui sont déjà un petit peu convaincus par cette approche. Euh, euh, mais en fait, je vais vous donner un exemple là, très concret. Le mois dernier, dans mon université, il y a eu toute une initiative portée par des enseignants de réaction contre l'approche par compétences. En fait, je trouve ça plutôt sain, en fait, qu'il y ait ces espaces qui soient ouverts. Ouvert, permis, Ce que ouais. ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas fait par l'institution et Mm. ou en articulation avec le service universitaire de pédagogie. Parce qu'en fait, l'accompagnement du changement, c'est aussi proposer des espaces où on peut justement exposer les valeurs auxquelles on tient. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut construire du commun. Si au départ, on n'a pas débattu de ces valeurs, de ces objectifs, je vois pas bien comment on peut construire du commun aussi derrière après. Et donc pour moi, constituer un environnement capacitant, c'est un autre exemple, hein. Alors, il y a plein de choses hein, qu'on peut travailler. Euh, mais par exemple, ça, c'est un exemple de dire, mais finalement, quand on commence à travailler un sujet, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer par créer du débat avant de dire c'est comme ça qu'il faut faire? Intéressons-nous aussi à peut-être ce qui se fait déjà, pas exactement peut-être tel que nous on le voit, mais qui concourent quand même aux mêmes objectifs. Enfin voilà, je pense que c'est avant tout une posture en fait. Quand on veut constituer un environnement capacitant, c'est d'abord une posture d'écoute, d'intérêt pour ce que les personnes font. Et ça, je crois que ça change aussi après profondément nos manières d'intervenir aussi. Merci, mais c'est drôle Merci que tu beaucoup. dis ça. J'étais juste 2 secondes dédiées parce que je fais un lien, mais c'est juste avant, j'étais en rencontre avec ma doyenne, la doyenne de la faculté, qui me disait,
ceux qui résistent à votre proposition de changement sont en fait vos meilleurs alliés dans le changement. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'elle nous invitait à aller justement parler avec eux pour entendre cette Mm, résistance-là et entendre et en faire en fait l'outil pour les inclure dans le mm. processus. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci pour cet échange. Donc, il y a plusieurs questions, on n'arrivera pas à tout traiter. Mais là, vous avez, enfin, plusieurs reprises ont été évoquées la question du bien-être sain. Enfin, bref, il y a tout un ensemble d'objectifs. Et ça me ramène à, comment dire, le questionnement que nous partage Carole autour du care organisationnel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pas, enfin, qu'avez-vous, enfin, qu'auriez-vous à nous partager autour de cette notion du prendre soin de l'autre dans une transformation qui, comment dire, au moins pendant un certain moment, amène à vivre une incertitude. Je pense que c'est une bonne, enfin, c'est des perspectives de travail. Il faudrait que, je suis pas une, comment dire, j'ai pas creusé beaucoup sur cette question du care organisationnel, mais je pense que ça rejoint finalement les principes des organisations capacitantes. Il y a des principes éthiques aussi hein, dans la littérature autour des organisations capacitantes qui sont vraiment, je pense, fondées sur se prendre soin. Mais je crois aussi que ça rejoint quand même cette question de responsabilisation des uns et des autres euh, euh, et de cette responsabilité collective. Euh, Parce qu'en effet, si on était peut-être davantage dans cette posture de prendre soin des autres, et si on sentait qu'autour de nous, on, on y va ensemble et que chacun accepte en fait sa petite part de responsabilité à l'intérieur de ça, ben on serait aussi peut-être, on aurait peut-être moins tendance à essayer de détourner, enfin c'est inconscient hein, bien sûr, mais de détourner la responsabilité aussi sur les autres. Euh, donc après, oui, je pense qu'il faut creuser sur cette question du care organisationnel. Moi, c'est pas quelque chose aujourd'hui que j'ai beaucoup. Merci. Puisque il nous reste 8 minutes, et puis je voudrais conserver 2 minutes pour la fin. Donc, dans les 6 minutes, c'est déjà revenir sur une question qui est posée par Joël qui nous dit, mais comment rendre visible tout ça? C'est sûr, ce Mm. qu'on pourrait interroger aussi, Joël, mais on n'est pas dans ce type d'animation, mais pourquoi rendre visible? C'est une autre question, hein. Est-ce que c'est cette croyance que l'exemple fait, comment dire, engagement pour d'autres? Mais en tout cas, sur cette question de la mise en visibilité, qu'avez-vous à nous dire, Maëlle? Bah alors là, c'est pareil, je vais répondre plus avec ma casquette de professionnelle, hein. Euh, donc, j'ai changé hein, d'établissement. Dans mon établissement actuel, où il y a aussi ces mêmes projets de transformation pédagogique, euh, une des premières actions moi, que j'ai voulu porter, c'est de produire ce qu'on peut appeler une cartographie des pratiques pédagogiques. Euh, et justement, pour rendre visible tout ce qui se fait déjà et qui contribue à cette volonté d'améliorer la qualité des formations. Et en proposant cela, eh bien, il a fallu aussi convaincre qu'il ne fallait pas avoir de jugement a priori sur les pratiques. Parce que la question qui est venue tout de suite sur la table, c'est mais qu'est-ce qu'on considère comme valant la peine de rendre visible dans cette cartographie. Et donc, mon point de vue, c'était de dire, ce n'est pas à nous, en fait, de juger de la pertinence ou pas de la pratique. C'est l'enseignant lui-même qui estime, en fait, que sa pratique mérite d'être valorisée. Et si lui, il pense que sa pratique mérite d'être valorisée, il faut l'entendre. Et ça veut dire aussi en faisant ça, on permet donc à d'autres collègues bah, qui ont peut-être des pratiques du même degré, on va dire, de maturité, de se reconnaître aussi bah, dans des pratiques diversifiées. Mais je crois qu'aussi, voilà, qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et quand je le dis, je me le dis aussi pour moi, parce que je pense que
tout à fait que naturellement, on a un jugement en fait sur la pratique des autres. Et donc, c'est comment essayer aussi, même si c'est pas évident, de se distancier de ce jugement dans les actions qu'on porte. En fait, ce que vous nous rappelez là, c'est l'importance, comment dire, de la bienveillance, de l'empathie et aussi du fait qu'il n'y a pas une seule façon d'appréhender, comment dire, la question pédagogique et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de permettre à l'autre d'apprendre, de se développer et, comment dire, de réaliser son projet éducatif. Mm. Euh, Ce que vous avez, quand vous évoquez la cartographie, c'est une forme de réponse aussi à la question de Rana sur, comment dire, dans quel processus de production pour amener à changer et travailler en réseau, le fait de mettre aussi à la connaissance des uns et des autres, comment dire, sans aucune valeur, sans aucun jugement de valeur, ce qui se pratique, c'est une façon aussi de voir qu'est-ce qui nous ressemble et comment rentrer en réseau avec, et en résonance, comme dirait Hartmut Rosa, avec l'autre, ce qui me semble un élément important. Euh, Moi, je vous propose de terminer par une dernière question qui peut être provocante. En tout cas, Christelle, tu l'as peut-être pas formulée comme ça, mais moi, je vais la formuler comme ça. Au fond, et si on obligeait les personnes à changer, est-ce qu'il se passerait quelque chose? Ah, c'est un débat En qu'on a 2 minutes souvent max, eu. voilà. On aime ça. C'est un débat qu'on a souvent eu avec les collègues du service universitaire de pédagogie. Euh, j'ai envie de dire, je pense à une collègue très proche, voilà, qui disait, bah oui, quand on a en France fait passer l'interdiction de fumer dans les bars, en effet, bah, On a de fait, fumé dehors, hein. les pratiques ont évolué, voilà. Ça s'est fait du jour au lendemain. Il n'y a pas eu besoin d'accompagnement du changement. Il a suffi d'une loi pour faire changer les pratiques. Mais l'université, enfin voilà, l'université et l'université. euh, alors peut-être que ça évoluera, peut-être que demain il suffira d'une loi pour faire changer les pratiques comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans le système d'enseignement supérieur tel qu'il existe, euh, on ne parle même pas de réforme. Je veux dire, en fait, ces projets, ces grands projets, ce sont quelque part des réformes, mais qui ne s'assument pas vraiment comme étant des réformes. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, j'ai envie de dire, pour moi, on ne peut pas vraiment se passer de cet accompagnement au changement et d'un travail sur des dynamiques plus collectives pour une transformation profonde et durable. Mais parce que voilà, parce qu'on est dans ce contexte particulier, on sait que ce sont. Alors c'est vrai que je suis parvenue sur les particularités organisationnelles des institutions d'enseignement supérieur. Mais voilà, on se pose ces questions-là aussi parce qu'on est euh, dans des institutions particulières. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, il nous reste 2 minutes. On a un super timing. Merci aux uns et aux autres. Tu as de contribuer à la gestion helvétique du temps. Euh, Puis, pour celles et ceux qui veulent poursuivre les échanges avec Maëlle, bien sûr, il y a son courriel, mais vous pourrez la retrouver à Nantes entre le 3 et le 5 avril prochain, dans le cadre d'un symposium qui se déroule lui-même dans le cadre d'un colloque, et je vois que plusieurs personnes de Nantes Université sont là, qui s'appelle Diversité et réussite. Et c'est vrai qu'au fond, ce que vous nous avez dit là, c'est de nous ramener à une question de dire, mais et si on avait une approche inclusive de la transformation des pratiques pédagogiques et une approche diversifiée, qui peut-être nous aiderait à penser les choses. L'autre élément, peut-être aussi, avant de donner quelques mots, c'est de se dire, mais au fond, dans tout ça, il n'y a pas de réponse, hein, mais je lance un petit caillou qui peut-être va faire des ronds dans l'eau. Je le souhaite, en tout cas, c'est, mais où sont les étudiants dans tout ça? Ça, c'est voilà, c'est mes petits ronds dans l'eau à cette heure-ci. Et en disant que pour celles et ceux qui voudront continuer à réfléchir, à penser, et notamment à se questionner sur, mais au fond, les communautés dans tout ça, qu'est-ce qu'elles sont, comment elles agissent, est-ce qu'elles sont agintives ou pas agintives? Ben, n'hésitez pas à finaliser votre inscription pour le prochain colloque qui va avoir lieu à Sherbrooke, donc le colloque de la IPU, entre le 28 et le 31 mai notamment. Et si il y a certaines focales qui vous intéressent encore davantage, telles que comment évolue la présence en lien avec la relation éducative, eh bien, je vous invite, dans quelques jours, vous allez recevoir cela, comment dire, à vous intéresser à un colloque que nous proposons les 10 et 11 octobre sur cette question présence et relations éducatives.
Donc, de façon à voir aussi comment, à travers les différentes activités que nous portons les uns et les autres autour de cette table virtuelle, contribue à comprendre ce qui est en train de se passer dans l'évolution des pratiques et des organisations post-secondaires pour voir au fond comment on peut agir concrètement, pas pour demain matin, mais pour les 5-10 prochaines années, pour faire en sorte que nous conservions en quelque sorte notre finalité, qui est celle de permettre, comment dire, aux personnes qui, comment dire, se rendent à ce niveau d'études, bien de devenir des personnes qui sont à la fois critiques, mais également qui savent penser le monde, mais penser le monde aussi en dehors de ce qu'ils auraient pu recevoir ou penser comme une imposition par différents types de réformes. Un petit point aussi pour bien terminer, de bien comprendre aussi l'origine du propos de Maëlle, non pas qu'elle a oublié de le dire, mais c'est dans un milieu comment dire, organisationnel dans lequel, au début des années 2000, enfin 2007, a été pensé un programme, et ça c'est très souvent oublié, qui s'est appelé ensuite les projets d'investissement d'avenir qui ont amené à ce milliard d'euros, etc., enfin de dollars, etc., mis aux établissements, qui visait à comment dire, soutenir la mise en place de 5 universités d'excellence en France. Donc, ces éléments-là aussi pourraient être interrogés pour voir comment c'est implicite ou cette chose qui se trame et qui peuvent expliquer certaines postures un peu de résistance ou réfractaire, comment dire, euh, pour les analyser davantage. Il est 13h01, vous nous avez offert 1 minute supplémentaire de votre temps. Au nom de AIPU Amérique, je vous remercie vraiment de votre nombreuse présence, de votre participation. Un très, très grand merci, Maëlle, qui vraiment, je suis très, très heureux d'avoir pu animer, d'avoir pu me mettre dans un milieu, je suis en plein aéroport, là, pour ce, voilà, si vous entendez des bruits, c'est ça. Mais vraiment, j'ai été très, très content de vivre ça avec vous. Et puis, n'oublions pas, euh, chers amis, si je puis dire, si vous le permettez, que on a encore beaucoup de réflexions en commun à conduire et que ces réflexions elles doivent être fondées sur la compréhension de ce que chacun porte comme idée pour voir vers quelle convergence on peut aller, vers quelle convergence pourrait nous amener à une transformation durable des pratiques et de l'organisation post-secondaire. Je vous remercie beaucoup. Vous retrouverez, comment dire, toutes les informations, notamment le lien sur cet enregistrement sur le site AIPU Amérique. Un très, très grand merci aussi à Yvan, à Florie, à Florian, enfin, à vous tous qui êtes là. À très, très bientôt. Merci à tous. On est... Prochain Merci événement, le beaucoup. 26, c'est ça, le 26 mars? OK, Exact. merci Yvan. Merci. Je vous invite aussi à compléter le formulaire d'évaluation qui se trouve Oui, présentement sur le chat. ça nous Merci aidera beaucoup, à Maëlle. Merci améliorer tout le notre monde. proposition. Merci beaucoup. Bye Au bye. Merci revoir. à vous. À bientôt.